Hello, Kelly. Hello. Il y a un peu de background noise. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être de moi. Je suis dans un hôtel lobby. Mais je vais essayer OK. J'espère que ça ne dérange pas trop. Oui. Et là, je pense que je vais parler à haute voix pour ne pas que au moins Voilà, comme j'ai mon micro là, je vais essayer de rapprocher ça de ma bouche. Voilà. Donc, on va donner encore quelques minutes pour que les autres participants se connectent. Yasmine, ce sont ceux seulement qui se sont inscrits qui ont reçu le lien de connexion, n'est-ce pas? Oui, je pense, ouais. OK. Joël peut vérifier, parce qu'il a la partie technique. Oui, c'est ça. Et du coup, sans inscription, no connection, c'est ça? Oui, normalement, oui. Si tu n'as pas l'inscription, tu n'as pas l'accès. OK. Moi, je pense que c'est un petit retard. Il y a une cinquantaine d'inscrits quand même. Donc, bon, ça ne s'attend pas à ce que les 50 soient là, mais je pense qu'il y aura plus de personnes d'ici quelques minutes. Bonsoir, Fulgence. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Nadine. Bonsoir, Très bien. bonsoir. Bonsoir, Nadine. Très bien. On donne encore quelques minutes pour que les autres participants nous rejoignent. Peut-être 2 autres minutes. OK. Ok, je pense qu'on va démarrer. Donc,
bonsoir à tous. Alors, on va faire une petite intro avant que je rende la parole à Yasmine, qui sera la maîtresse de cérémonie aujourd'hui avec Martial. Je me présente rapidement. Je suis Emmanuel Mian. Je suis docteur en médecine et puis j'ai fait une école de commerce en France. J'ai cofondé avec Joël Taki, ici présent, Denkiem Institute en septembre 2021. Alors, c'est quoi Denkiem Institute? Denkiem Institute, c'est un think tank qui a pour objet de réfléchir à des thématiques, à des problématiques de politique publique qui touchent spécifiquement à la Côte d'Ivoire. Mais nos réflexions touchent l'ensemble des secteurs des politiques publiques. Aujourd'hui, on parle de transformation numérique, mais on traite aussi des sujets de santé, d'éducation, etc. Et cette table ronde fait partie des événements que Denkiem organise. On organise une table ronde mensuelle, on organise des interviews, on organise des meet-ups, des rencontres assez diverses et variées. Donc, le Denkiem Roundtable est l'une de nos tribunes. C'est la première de cette année 2023. Et nous avons l'honneur de recevoir deux invités de très bon niveau. Donc, on a M. Kelly Adedia qui est avec nous et Mme Nadine Zoro, qui vont se faire le plaisir de nous partager leur riche expérience, notamment sur la thématique qu'on a choisi de traiter, qui est l'adéquation entre l'écosystème ivoirien et l'éclosion de l'ICOM. Voilà. Donc, merci à tous pour votre présence. Et puis, on espère que les échanges seront riches, fructueux, et qu'on pourra tous en retirer un bénéfice. Allez, Yasmine, je te transmets la parole. Et puis, bonne conférence à tous. Merci Emmanuel. Merci encore à tous les participants. Donc, je suis Ansa Yasmine Kamara, je suis la responsable du pôle transformation numérique de Denkiem Institute. En dehors de Denkiem, j'exerce en tant que manager de l'audit des systèmes d'information et de la sécurité informatique chez SiriusXM, qui est basé à New York. Et j'ai le plaisir de co-modérer avec Martial Kwasi, qui est responsable communication du REPAE. Donc, Martial, à toi l'antenne pour te présenter. Merci beaucoup, Yasmine. Alors, bonjour à tous, ou tout le monde, bonsoir. En fonction de rôle géographique, je suis Martial Kwasi. Je suis très ravi aujourd'hui de commodérer cette session de formation. Alors, chef de projet système d'information chez Canal+ à Paris, et j'interviens particulièrement sur le périmètre Afrique auprès de 17 ou voire 20 filiales du groupe. Et du coup, volet formation ou soit académique, je suis auditeur système d'information IT, également business à l'ANICIS, qui notamment s'est soldé par l'obtention d'un master à l'Université Paris-Dauphine, et également compte tenu de mon appétence pour les questions de communication et les sujets. Je suis responsable comme du réseau professionnel des alumni de l'ESATIC, en abrégé REPAE. Donc, au sein du REPAE, nos activités aujourd'hui visent à créer un cadre, du moins un lien entre les anciens étudiants et les cadets, à intervenir sur des thématiques ou soit des projets d'ordre international et national également, bien évidemment dans la zone en Afrique et la zone Côte d'Ivoire. Également, nous créons des cadres de formation pour nos membres. Eh bien, ce qui pourrait intéresser l'audience de ce soir, c'est que le REPAE est un réseau, un gisement de talents de profils IT diversifiés. Donc, pour vos besoins en termes de compétences, pour des projets, pour des entreprises, ou soit pour des activités quelconques, vous pouvez prendre attache avec nous. Alors, Yasmine, vraiment, je suis très ravi, voilà, encore une fois, de discuter et également de modérer cette discussion autour de la thématique que tu as présentée. OK, merci Martial. Donc, nous avons deux grands invités. Nous avons M. Kelly Adedia et Mme Nadine Zoro. Donc, on va aussi leur donner l'occasion de se présenter. Donc, on va commencer avec Nadine. Nadine, tu es là? Oui, je suis là. Merci, merci Yasmine. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nadine Zoro, je suis la directrice du programme DigiFemme, qui est un programme qui accompagne les femmes entrepreneurs dans tout ce qui est digitalisation, dans tout ce qui est compréhension du digital pour l'entreprise, pour pouvoir leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires. Je suis aussi l'une des cofondatrices d'Impact Hub Abidjan, qui est un incubateur accélérateur de start-up en Côte d'Ivoire depuis 2019.
Donc, on accompagne les entreprises locales à améliorer leurs innovations, à se structurer, à avoir accès à du financement. C'est un énorme plaisir pour moi d'être avec vous en cet après-midi. Je m'excuse encore que je ne peux pas me mettre en caméra. Malheureusement, je me suis retrouvée coincée dans un programme pour lequel je n'ai pas pu m'en sortir, mais je m'excuse énormément. Et j'espère qu'on aura une conversation très utile en forme de vraiment communication ouverte, et puis que vous appreniez ensemble et que j'apprenne aussi de vous. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Nadine. Merci à Kelly, à Daniel. toi. Kelly? Ok, ouais, désolé. Bonsoir, mon nom est Kelly. Et d'accord. J'ai rejoint Wasoko, qui est un groupe d'e-commerce panafricain. Il y a 6 mois maintenant. Je suis en charge de la stratégie et des opérations au niveau du groupe. Et avant ça, j'ai passé quelques temps en conseil en stratégie et j'ai bossé dans la tech aussi, en Afrique. Voilà, grosso modo, un peu mon parcours professionnel en quelques phrases. D'un point de vue académique, j'ai étudié la cybersécurité. Et donc, j'ai un master en cybersécurité de l'Institut supérieur de gestion de Tunis. Et après ça, j'ai fait un MBA à INSEAD. Voilà. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir échanger avec vous sur ce thème. Ok, plaisir partagé. Merci Kelly pour cette synthèse de présentation. On m'a demandé à l'audience aussi, bien évidemment, lors de cette discussion, si vous avez des questions, vous pouvez attendre parce que nous avons juste à la fin de cette séance des échanges où vous aurez l'opportunité, soit la possibilité de poser ces questions. Et notamment, on va rentrer dans le vif du sujet. La question, soit l'interrogation que tout le monde attend aujourd'hui, est-ce que l'écosystème ivoirien favorise l'éclosion des licornes de la tech? Donc, avant de répondre à cette question, moi, je pense qu'avec nos invités de ce soir, nous avons une sorte de bouillabaisse d'expérience, de mission, etc., dans la zone Afrique, avec les différentes étiquettes que ces personnes ont. Alors, je propose à nos invités de zoomer un peu sur leur retour d'expérience auprès des startups. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les besoins qui ont été identifiés? Et aujourd'hui, quels sont les résultats sur le terrain? On va commencer, je pense, avec Kelly et après, on va passer la parole à Nadine, je pense. Ouais, je suppose que vous voulez qu'on parle de la Côte d'Ivoire en particulier. On va faire sous forme d'entonnoir. Voilà, on va descendre. Ok, très bien. Aujourd'hui, nous, on est présents en Afrique de l'Est, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Du coup, j'ai un peu la chance d'être à cheval entre ces deux marchés. Spécifiquement sur l'Afrique de l'Ouest, depuis peu, j'accompagne l'accélération de la croissance de nos opérations là-bas, qu'on a lancé il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Donc, je suis vraiment au cœur de ce qui se passe sur le terrain, spécifiquement en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, on pourrait parler de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, si je veux résumer en quelques phrases, le paysage un peu du marché ivoirien vis-à-vis de tout ce qui est accélération technologie, transformation numérique et l'éclosion de licorne. Je vais revenir sur ce terme qui hérisse parfois un peu les poils tout à l'heure, mais je pense qu'on est face à un marché qui est à un point de rupture, dans le sens où il y a quelques briques fondamentales qui sont déjà prêtes et donc qui ont complètement changé l'attente du consommateur vis-à-vis des produits et des services qui lui sont proposés. Parce que les gens ont accès à Internet, parce que les gens ont beaucoup plus facilement accès à Internet, pardon. Les gens ont des smartphones, les gens ont l'information qui est disponible plus facilement. Et donc, ça change un peu les attentes et
et le comportement du consommateur vis-à-vis des produits qui lui sont proposés. Les gens s'attendent à ce que ça vienne plus rapidement, que ce soit plus vite, que ce soit turnkey. Et dans ce sens, en fait, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a un marché qui est énorme et qu'il y a beaucoup de choses à faire. En même temps, la difficulté est au niveau de la traite d'opportunités. Et je pense que aujourd'hui, on est plus ou moins pour nous qui opérons un peu comme les pionniers sur ce marché, par exemple, ivoirien ou sénégalais, qui sont, en fonction de certains KPI, un peu plus en retard par rapport à nos homologues de l'Afrique de l'Est, par exemple, du Nigeria juste à côté. On est attaqué sur 3 flancs. On a des difficultés sur 3 flancs. Premièrement, le corpus régulatoire ou l'infrastructure, si vous voulez, juridique, régulatoire, administrative dans laquelle on fonctionne est un peu anachronique, n'est pas vraiment à la hauteur des réalités de ce que devrait être une entreprise à forte croissance ou d'une start-up. La flexibilité qui est nécessaire pour pouvoir innover à cette échelle. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème auquel on va faire face, c'est que les rails sur lesquels on est censé fonctionner ne sont pas encore complètement présents. Et je peux donner plusieurs exemples. Ça peut être l'infrastructure de paiement qui est encore un peu claudicante. Ça peut être l'infrastructure de logistique jusqu'au dernier kilomètre qui n'est pas forcément là. Ou même les questions d'accès qu'il faut encore régler. C'est vrai que ça commence à s'améliorer, mais Internet continue à coûter très cher, hyper taxé. Et puis après, on a une fiscalité qui est complètement décalée de la réalité de ce qu'on devrait avoir aujourd'hui vis-à-vis des défis qu'on a. Et donc, c'est un deuxième point de pression qu'on a. Et troisièmement, il y a un investissement qui est nécessaire pour accompagner le marché dans cette transformation numérique. Dans le sens où il y a certaines briques qui sont là et il faut les accompagner. Donc, on se retrouve à devoir investir sur 3 côtés sans avoir forcément la structure d'accompagnement qui est nécessaire. Et je pense que, voilà, grosso modo, c'est un peu comme ça que je résumerais mon expérience la plus récente dans ce sens-là, en fait. OK, merci beaucoup, Akeli. Alors, ce que je retiens, c'est que le marché est un peu flexible, également très difficile en termes de finances et autres. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Si vous pouvez résumer peut-être en quelques mots, voilà. Personnellement, ce que j'en tire, c'est qu'il y a énormément d'opportunités. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, il faut être conscient de la hauteur de la marche, en gros, et de la nécessité de devoir chercher activement et créer des synergies avec d'autres acteurs de l'industrie, la tech, etc., mais aussi avec les acteurs du public qui finalement, directement ou indirectement, ont un impact sur notre capacité à passer à une certaine échelle. D'accord. Et Nadim, qu'est-ce que ça donne du côté d'Abidjan avec, je dirais, Impact Hub à Abidjan, qui est une structure qui accompagne les startups avec, je ne sais pas combien d'années d'existence, mais avec le nombre d'années d'existence d'accompagnement que vous avez auprès des startups, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je pense qu'on peut retenir déjà qu'on a une communauté qui se débrouille. On dirait qu'en Côte d'Ivoire, on a très peu de startups. On a des entreprises qui se débrouillent avec ce qu'elles savent faire, qui copient des modèles existants. Et la difficulté avec la copie des modèles existants, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de croissance. Autant qu'une licorne qu'on verra dans d'autres pays qui vient avec quelque chose de nouveau sur un marché. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on accompagne des startups en Côte d'Ivoire. Je dirais beaucoup plus, on accompagne des PME parce qu'il y a très peu de startups. Parce que je veux juste qu'on s'assure qu'on comprenne en fait le langage dont on parle lorsqu'on parle de startup. On parle d'entreprises qui donnent des services ou des produits basés essentiellement sur le digital et qui ont cette capacité-là de scale très rapidement.
Et donc, si on a des entreprises qui n'ont pas ces caractéristiques-là, qui ont ce potentiel de croissance très, très élevé, on se retrouve avec des PME. Et la croissance des PME n'est pas aussi exponentielle que la croissance des startups pour pouvoir nous donner à nous, localement, des licornes comme on le voit dans d'autres pays. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a la question de est-ce que la personne est consciente que je suis en train de construire une entreprise dans laquelle il y a d'autres personnes qui vont, à un moment donné, rentrer dans le capital. Et donc, je dois être conscient que quand je veux être une licorne, les licornes, on fait l'évaluation de l'entreprise et après, des investisseurs rentrent dans le capital et on les déclare comme licornes après avoir reçu un certain investissement. Mais on a des entreprises locales qui ne sont pas prêtes à laisser des personnes, ni des entreprises, ni d'autres individus à rentrer dans leur capital, qui restent toujours focalisés sur la mentalité de c'est mon entreprise, c'est mon bébé, c'est ma chose. Et donc, on doit déjà travailler sur cette mentalité. Je pense qu'aller même sur la compréhension de licorne, on est très loin. Il y a une compréhension un peu intermédiaire, les gazelles, mais là encore, on est très loin, les gazelles. Donc, les gazelles, c'est des entreprises qui sont encore beaucoup plus basses en termes de valuation, encore très basses, autour de 10 millions. Donc, elles sont encore plus basses, mais on n'arrive même pas à avoir ce type d'entreprise parce que déjà, on manque de mentalité qu'il faut pour pouvoir avoir la croissance nécessaire. Et donc, c'est mon premier point. Je ne voulais pas monopoliser la parole, mais moi, c'est le premier point, c'est qu'on n'a juste pas la mentalité déjà qu'il faut. Quand on veut une croissance, il y a une certaine ouverture d'esprit. Il y a une certaine ouverture dans la manière de rechercher la connaissance, dans la manière de rechercher les opportunités. Et beaucoup de nos entrepreneurs locaux, et je ne le dis pas pour être péjoratif, parce qu'il y a des très bonnes entreprises, des très bonnes startups en Côte d'Ivoire qui font du bon travail, mais la réalité, c'est déjà l'ouverture au monde et se dire qu'on est dans un marché qui a un potentiel énorme. La Côte d'Ivoire, dans les pays francophones d'Afrique, est l'un des marchés qui a le plus de potentiel pour faire développer une licorne francophone. C'est vrai qu'au Sénégal et d'autres pays francophones, on voit que les startups évoluent beaucoup plus. Mais en termes de potentiel économique, la Côte d'Ivoire est ce pays-là qui a ce potentiel. Et on doit se poser la question de quelle est la mentalité des startups locales pour ne pas qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Oui, voilà. Justement, Nadine, je pense que là, travailler les mentalités comme contraintes sur le terrain et autres, on va revenir sur les points de recommandation et autres. Yasmine, je pense que voilà, Oui. c'est un truc à apporter. Oui, déjà, je veux dire merci à Kelly et Nadine pour ce retour sur leur expérience avec les startups en Côte d'Ivoire. Et comme on a tous écouté, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de défis que les startups rencontrent pour pouvoir devenir des licornes. Donc déjà, j'aimerais qu'on revienne sur le terme licorne de la tech. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une licorne? Et vraiment expliquer comment est-ce que une startup ivoirienne peut devenir une licorne. Et il y a quelqu'un qui a mentionné quelques enjeux économiques ou juridiques qui freinent à la croissance de ces startups. Je pense que ce serait bien de revenir dans les détails pour nos participants qui ne sont pas vraiment ancrés dans le domaine de la startup et tout. Donc, déjà, pour la définition d'une licorne, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'une licorne, en fait, dans une présentation d'études qui a été faite aux États-Unis en 2013, il y a une spécialiste du capital risque qui a utilisé le terme licorne pour la première fois pour désigner des startups qui ont une valuation de, je pense, 1 milliard de dollars, qui excède 1 milliard de dollars. Donc, si on convertit ça en francs CFA, je ne sais pas ça fait combien, mais oui, ça fait beaucoup en tout cas. vous pouvez imaginer, ça fait vraiment beaucoup. Donc, comment est-ce que ça fait 600 milliards de francs CFA. Oh là là, c'est beaucoup. Donc, comment est-ce qu'une startup ivoirienne peut vraiment créer un produit digital pour permettre d'avoir ce genre de valuation? Donc, j'aimerais revenir sur certains détails. Si on peut parler des aspects économiques, aspects légaux, le financement, vraiment, qu'est-ce qui nous freine à arriver là-bas? Kelly, on peut commencer avec toi? Je pense que tu es... Oui, bien sûr. Enfin, oui, évidemment, il n'y a pas de souci.
Oui, effectivement, la définition est la bonne. C'est un terme qui est utilisé pour parler d'entreprises qui sont valorisées à peu près à 1 milliard et au-dessus en dollars. Euh, Par rapport à ça, moi, je voudrais dire deux choses. Premièrement, je pense qu'il faut faire attention à la course à la valorisation. Et le contexte macroéconomique actuel avec beaucoup de licornes qui ont dû revoir leur valorisation à la baisse nous montre que parfois c'est complètement déconnecté de la réalité. Donc, il faut faire attention au lièvre qu'on est en train de poursuivre. Est-ce que c'est la valorisation qu'on poursuit? C'est vraiment la création de valeur parce que à la fin, ce qui importe pour une entreprise, c'est la création de valeur sur le long terme. Le deuxième point sur lequel je veux revenir, c'est qu'on ne peut pas être plus gros que le bassin dans lequel on nage. Rapidement, là, je regardais tout à l'heure le PIB de la Côte d'Ivoire, en 2021, c'était estimé à peu près à 70 milliards de dollars. 1 milliard de dollars sur 70, ça nous fait 1,4%. Donc, une entreprise qui aurait cette valorisation, ça représenterait ça. C'est pour donner un peu les ordres de grandeur. Et ça, c'est le bassin dans lequel on nage. Et quand on prend du recul par rapport à ça, je pense que ça veut dire qu'il y a pour moi, il y a trois critères fondamentaux, il y a trois piliers fondamentaux qu'il faut aller chercher. Premièrement, c'est la question des talents. Il faut une masse critique de talents. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les hubs dans lesquels vous allez retrouver ces entreprises-là sont en même temps des hubs de talents sur des sujets qui sont extrêmement pointus. Dans le sens où la recherche, en réalité, la recherche poussée, pointue, scientifique, vient en appui généralement à l'innovation et c'est un peu finalement le moteur, ou en tout cas, peut-être pas le moteur, mais le carburant qui maintient cette machine-là d'innovation, qui crée des startups qui ont une courbe de croissance exponentielle, comme Nadine disait tout à l'heure. Donc, il y a la question des talents qu'il faut se poser avant qu'on commence à chercher à des licornes. Deuxièmement, il y a la question du marché, la taille du marché. C'est pas pour rien que des marchés comme le Nigeria attirent autant les yeux parce que d'un point de vue macro, ils sont 200 et quelques millions. C'est-à-dire que la moitié de la population de l'Afrique de l'Ouest est dans ce pays. Donc, techniquement, c'est un bassin qui est plus grand by design. Qu'est-ce qu'on fait pour débloquer des marchés qui vont au-delà de nos frontières aujourd'hui? Je pense que ce sont les questions qu'il faut commencer à se poser. C'est-à-dire, comment est-ce que... Et il y a des initiatives qui sont faites dans ce sens, qui sont menées par les politiques. Je pense à la SLECAF, par exemple, qui est en train de se mettre en route. Mais je pense que c'est une question d'accélérer ça. Comment est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui qui lance sa start-up à Abidjan ou bien à Dabou peut toucher à partir de là-bas quelqu'un qui est à Brazzaville, qui est à Kinshasa, qui est à Dakar, etc., dans un marché qui est commun? Là, on commence à toucher des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus intéressants. Le troisième point, c'est l'accès au capital. C'est l'accès aux ressources, finalement. C'est des ressources qui sont innovation friendly, dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que mobiliser du capital, c'est jamais facile. Mais on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui à convaincre des gens d'investir dans des choses qui sont beaucoup plus physiquement tangibles. La pierre, un hôtel, station-service, etc., que dans des choses un peu plus immatérielles, la technologie qui continue un peu à rester un peu virtuelle ou incompréhensible, impénétrable. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser du capital localement? Je pense que les pouvoirs publics, dans ce sens aussi, ont un rôle de catalyseur à jouer. Et il y a certains pays aujourd'hui en Afrique qui sont dans cette dynamique, mais la question qu'il faudrait se poser, c'est comment est-ce qu'on reprend ça et qu'on l'adapte à la sauce locale. Kelly, justement, je reviens sur un point. Tu parlais du rôle du pouvoir public. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment assisté, disons, au discours du président de la République de Côte d'Ivoire à l'entame de la nouvelle année, en 2023, où il a décrété 2023 comme année de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une véritable opportunité pour les startups en Côte d'Ivoire où il va falloir attendre encore plus longtemps? Alors, je n'espère pas. Je n'espère pas qu'on doive attendre plus longtemps. Parce que c'est un marché que je pratique tous les jours. Aujourd'hui, et donc, je n'ai aucun intérêt à ce que ça prenne beaucoup de temps, au contraire. Je pense qu'il faut faire plus, je pense qu'il faut aller plus vite.
dans le sens où il y a tellement d'exemples qu'on pourrait citer, mais typiquement, je parle de la fiscalité parce que c'est l'un des points sur lesquels on, euh, on souffre un peu, par exemple. Je pense qu'il y a un décalage. Je pense aussi à une implication beaucoup plus active et beaucoup plus intentionnelle des pouvoirs publics dans la création de véhicules, de vrais véhicules de financement, et dans la création de marchés communs et d'opportunités. C'est ce dont on a besoin, c'est ce qu'on a envie de voir. Et je pense que dans ce sens-là, le secteur privé a aussi un rôle à jouer. Je pense qu'il y a aussi, il faut accepter la réalité que c'est peut-être un travail qui devra être fait de concert avec le secteur privé, avec les acteurs de la tech, des startups aujourd'hui, que nous sommes, avec des investisseurs qui ramènent du capital privé, et se poser la question, quelle est la plateforme juridique, régulatoire qu'on voudrait créer de manière intentionnelle pour que la Côte d'Ivoire devienne un hub qui crée en série des entreprises qui créent de la valeur sur la durée. J'allais juste dire qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont approuvé le Startup Act. Donc, il y a déjà quelque part ce cadre réglementaire qui va venir accompagner la croissance des startups. Juste pour donner le contexte. Mais juste pour ajouter à ce que tu disais, en fait, par rapport à ça, c'est que avec le peu de personnes que nous avons aujourd'hui, si nous trouvons une solution technologique qui répond vraiment aux besoins de la majorité des personnes, on est bien parti pour avoir des startups qui ont une croissance exponentielle. On se retrouve à avoir des copier-coller et c'est la réalité que nous observons. Et il y a moi, Nadine, qui étudie aux États-Unis. J'ai vu une entreprise là-bas qui fait tant et tant. Et je recopie la même chose quasiment pour la Côte d'Ivoire en attendant que j'ai des financements. Et ce type de financement, lorsqu'il y a des duplications, ce n'est pas des financements énormes parce que la réalité, c'est qu'on sait que ça ne fera pas long feu du coup. Parce que lorsque la population saura que c'est une solution qui existe, en fait, que ce n'est pas quelque chose qui ne bouleverse rien du tout, les gens retournent à leurs habitudes basiques et surtout que les genres de solutions qui sont développées ne répondent pas à leurs besoins réels. Et je le dis, la grande problématique de la croissance d'une entreprise, c'est la compréhension du service exact du besoin de celui qu'on veut servir. Ça n'a rien à voir avec potentielles problématiques. Il y en a, c'est vrai, il y a des problématiques fiscales qui rendent la difficulté plus grande. Mais pour qu'une startup sorte du lot, elle doit répondre aux besoins. On a eu des exemples. On a notre première licorne africaine Wave qui est venue comprendre que les gens ont des difficultés financières. On ne peut pas charger des montants très grands sur des transactions. Et très rapidement, la startup envahit le marché. C'est aussi ce que comprendre le besoin. Et le besoin, on sait qu'on a une population qui est en grande majorité non seulement analphabète, on ne le dit pas assez, on dit qu'on parle d'analphabétisme, on parle de savoir lire et écrire, ce n'est pas suffisant, mais analphabète digitalement, on a la grande majorité de la population qui ne sait pas utiliser le digital. Et donc, si on doit pouvoir proposer des solutions qui viennent répondre aux besoins des Ivoiriens, c'est des solutions qui doivent répondre et prendre en compte le fait que la majorité des populations ne sont pas alphabétisées digitalement. Donc, c'est déjà pour moi le premier point, la réponse aux besoins. Ensuite, lorsqu'on répond aux besoins, j'ai parlé d'un autre point qui était la mentalité du fondateur lui-même. Est-ce qu'il est quelqu'un qui sait penser à long terme? Est-ce que lorsqu'aujourd'hui on parle de licorne, on parle de licorne, on parle de 600 milliards de francs CFA, est-ce qu'un jeune Ivoirien aujourd'hui qui s'est retrouvé entrepreneur par la force des choses, par le manque d'emploi, qui a touché à la technologie, arrive à visualiser 600 milliards de francs CFA et comprend la profondeur de cet engagement et de cette responsabilité, non seulement envers les investisseurs, mais aussi envers les populations qui seront ses clients. Parce qu'il y a plein de contours. Je le dis de manière basique. Tu peux demander quelque chose, mais est-ce qu'on te donne cette chose, tu pourras la gérer? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont la capacité mentale et émotionnelle et psychologique pour gérer 600 milliards de francs CFA? Donc, il y a tout un travail à faire déjà en termes de changement de mentalité, de compréhension de c'est quoi une mentalité de croissance? Quelle est la mentalité qu'on doit avoir quand on veut aller quelque part? Ensuite, mon autre point, c'est les talents dont on parle. Je pense que j'ai très bien amené le point sur les talents. Okay? Je crée une licorne à Abidjan aujourd'hui. J'ai besoin de 200 développeurs full stack. Je les trouve où?
Il y a combien de développeurs full stack à Abidjan? Et les développeurs full stack coûtent énormément cher par rapport au marché de l'emploi local. Donc, est-ce que je peux les payer pour qu'ils travaillent dans ma startup? Donc, les startups, même qu'elles sont bonnes et que le fondateur a une bonne vision, il a la difficulté de recrutement. Il va se retrouver à recruter des talents qui sont employés en ce moment chez des multinationales. Il va se retrouver à devoir proposer des salaires de millions, des salaires de 2 millions, 3 millions, parce qu'il doit compétir pour les meilleurs talents qui aujourd'hui sont chez les grandes entreprises qui sont pour la plupart étrangères et qui payent au standard. Je pense qu'on a perdu Nadim. La question de talent, c'est une question très importante. Allô? Allô? Pardon, désolé. Allô, je suis là, je suis de retour. Désolé, toutes nos excuses. Donc c'était la question des talents. Et nous à Digifam, c'est une problématique qu'on a compris. La problématique qu'on a compris, c'est qu'on ne peut pas développer des entrepreneurs sans développer les talents qui vont travailler dans ces entreprises-là, parce qu'on va se retrouver au même cercle. Dans le même cercle, c'est-à-dire, aujourd'hui, comme j'ai une startup qui a une solution technologique, elle va aller prendre des Indiens, elle va aller prendre des Chinois pour travailler sur la solution et la faire venir en Côte d'Ivoire. La réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas la réalité des Ivoiriens. Et donc, j'ai besoin de développeurs ivoiriens qui connaissent la technologie correctement et qui aussi comprennent les réalités des Ivoiriens pour utiliser la technologie pour le bien des Ivoiriens. Donc, avec Digifam, ce qu'on fait, par exemple, on forme 150 femmes full stack développeurs par année sur 3 ans. Donc, en 2025, 2026 à la fin, on aura 450 femmes développeurs, c'est ce qui est attendu en tout cas, full stack, qui pourront rejoindre les startups et contribuer à ce boost en termes de talent. Mais c'est cette compréhension-là, je pense, pour moi, c'est un système. On a beau avoir les meilleurs entrepreneurs, si on n'a pas les techniciens corrects qui comprennent comment la technologie fonctionne, on ne peut pas avancer. Si on n'a pas des politiques qui prennent en compte les réalités des startups, on ne pourra pas arriver à l'objectif qu'on veut avoir. Et on ne va pas se comparer à des environnements économiques qui ont déjà mis en place toutes ces bases et dans lesquelles l'environnement est favorable pour une très petite entreprise d'avoir une valuation d'1 milliard de dollars. C'est une comparaison qui n'est pas forcément possible dans nos environnements. Donc, créons des solutions qui ont un sens pour notre marché. Assurons que nos très petites startups deviennent des grandes entreprises au standard des entreprises internationales qui sont basées dans nos pays. Et ensuite, on pourra parler de compétitivité en termes de croissance de startups au niveau mondial. Mais on est très loin de ce marché-là. Merci Nadine. Merci Kelly. J'ai une question pour Kelly. Donc, tu as mentionné que ton entreprise, vous opérez en Afrique de l'Est, au Kenya, Rwanda et autres. Et quand on regarde sur la carte en Afrique, on se rend compte que l'Afrique de l'Est sont vraiment en avance en matière de technologie, en matière de startups. Donc, tu m'entends? Vous m'entendez? OK. Oui, je t'entends, t'inquiète. C'était mon fils. D'accord. Voilà, donc, est-ce que tu peux partager avec nous quelques observations que tu as faites avec ces pays? Qu'est-ce qu'ils font qui sont différents, qui permettent cette croissance beaucoup plus accélérée des startups là-bas qu'en Afrique francophone de l'Est, de l'Ouest? C'est au risque de me répéter ou de répéter ce que Nadine a dit, c'est vraiment qu'il y a des briques fondamentales. Il y a un tissu régulatoire, je dis, qui est beaucoup plus business friendly. Tu as un pipe de talents locaux et internationaux qui n'ont rien à voir avec d'autres marchés, pour ne pas les citer. Et il y a une certaine infrastructure qui est déjà en place. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai utilisé du cash ici à Nairobi, je ne sais pas quand ça remonte. Enfin, tout le monde utilise mobile money pour payer les frais de transaction. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites, qui ont été faites récemment, notamment avec Wave que Nadine a cité tout à l'heure. Mais on a quand même toujours un facteur de 10 entre le coût d'une transaction, les commissions qui vont être perçues sur une transaction mobile money dans nos marchés, Côte d'Ivoire, au Sénégal, par exemple, comparé au Kenya.
ça montre encore, OK, on a fait des progrès, mais encore une marche à franchir. Et dans un contexte comme l'e-commerce, dans lequel nous, on évolue aujourd'hui chez Wasuko, c'est des briques qui sont absolument fondamentales. La question du paiement, si les coûts de transaction sont aussi élevés que ça commence à créer des questions de unit economics. Et à l'échelle, qu'est-ce que ça donne? Et non, on n'a finalement pas des effets d'échelle. C'est le troisième point sur lequel j'allais arriver. On n'a pas encore des effets d'échelle qui sont fondamentaux justement pour créer cet effet hockey stick de croissance exponentielle. Et je rejoins Nadine sur ce point. C'est soit parce qu'on n'a pas encore des solutions qui touchent la majorité de notre tissu économique, de notre marché. Et donc, finalement, le marché qu'on cible est juste trop petit. Donc, il faut soit élargir cette base-là pour rester sur ce petit segment-là ou créer des solutions qui pénètrent un peu plus le tissu économique dans lequel on joue pour avoir des effets d'échelle, pour pouvoir bénéficier d'effets d'échelle. Pour le moment, il y a un peu de mismatch dans beaucoup de solutions qui sont proposées sur le marché par des entrepreneurs, justement parce qu'on a cet effet de copier-coller, soit parce qu'on a vu quelque part qu'on veut répliquer, ou parce qu'on est en train de créer une entreprise qui soit attractive au capital risque, et donc qui raconte une histoire que les investisseurs ont envie d'écouter plutôt que de répondre justement à des besoins de créer de la valeur sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est que le marché est en train de se corriger aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup plus d'attention qui est portée sur la valeur ajoutée réelle qui est créée dans les économies sur le long terme. Et je pense que c'est ce qui va distinguer les marchés qui pourront percer et accélérer dans les prochaines années, dans les conditions dans lesquelles. OK. Alors, vous m'entendez? Voilà. En commentaire, il y a Keita Moussa qui disait justement qu'il y a véritablement des talents, il y a du potentiel en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, mais on constate de plus en plus qu'il y a une migration vers des autres territoires où l'environnement est plus favorable et autres. Est-ce que vous pensez que c'est une véritable menace en fait? Il a totalement raison. Il a totalement raison. Il y a effectivement… En fait, la réalité, c'est que la question des talents aujourd'hui n'est même plus ivoirienne ou africaine. Elle est globale, elle est mondiale. Parce qu'on est… je pense que Covid aussi a accéléré un peu ça. On est dans un environnement où vous êtes en compétition avec des talents qui sont pas qu'en Côte d'Ivoire, qui sont pas qu'aux États-Unis, qui sont pas qu'en Inde. Les entreprises aujourd'hui cherchent partout, y compris sur nos marchés locaux. Et ça, c'est un autre coup de pression supplémentaire pour des entreprises locales qui n'ont pas forcément accès aux mêmes ressources. Donc oui, il a totalement raison et c'est une variable supplémentaire dans l'équation qu'un entrepreneur ivoirien aujourd'hui doit résoudre. OK. Et cette question me revient encore, bien évidemment, en abordant le point de Nadine sur la question de maturité numérique. Alors, on a vu quelques actions menées ou soit effectuées par DigiFam sur le terrain. Et sur ce point, en termes de maturité numérique, voilà, qu'est-ce que le pouvoir public doit faire et qu'est-ce que les institutions privées aussi doivent faire en fait? En termes de talent, je pense que, comme on disait tout à l'heure, on se répète tous les deux, mais la question des talents, c'est une question globale. Et donc, vous m'entendez? Justement, je parlais de maturité numérique. Oui, j'arrivais là. Okay. La maturité du numérique, ça va venir de ce qu'on a dans le pays. Okay. On va être mature numériquement. Ce n'est pas les infrastructures qui rendent un pays mature. C'est que la population est éduquée aux technologies et sait comment les technologies fonctionnent. Donc, la grande partie déjà, c'est le système éducatif. Le système éducatif devrait prendre en compte ces réalités, ces changements en termes de technologie pour s'assurer que les populations sont à jour et qu'on a des… Nadine, on t'a perdu? Bon, de temps que Nadine nous revienne, je regarde dans les commentaires.
Il y a Camara qui dit « Parlons de licorne en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il serait mieux de l'évaluer en milliards de francs CFA que de l'évaluer en euros ou en dollars. Ce ne sont pas les mêmes écosystèmes. » Ouais, effectivement, quand on a fait la conversion, 1 milliard de dollars, ça fait 600 milliards de francs CFA qui, comparé au PIB, comme Kelly le disait, c'est vraiment énorme. Donc, on est encore très, très loin d'y arriver. Oui, peut-être on peut évaluer en matière de milliers de francs CFA, mais au final, comme Kelly l'a dit, ce n'est pas une course à la valuation. Il faut plus se poser sur la valeur ajoutée de ces startups. Voilà. Et Martial, tu veux lire le prochain commentaire? Ah oui, il y a Fab qui est Soumoni AgriFulgence. Il dit, je pense qu'on devrait plutôt voir la question du côté des startups et PME, non forcément de l'État, mais il faut plutôt un changement de mentalité, comme nos guests l'ont bien mentionné, du côté des dirigeants de startups et même les consommateurs de solutions proposées. C'est bien de proposer une solution, mais encore mieux, ou soit meilleur de l'adapter à la cible. Sinon, il y a des programmes qui ont été lancés par l'État ivoirien pour le développement des startups ou soit des PME, tels que le programme économique pour l'innovation et de la transformation des entreprises qu'on a abrégé PEPIT et le guichet unique de développement. Et moi, ce que j'ai envie de dire, je pense que oui, c'est vrai, il y a des actions concrètes sur le terrain, mais concrètement, je pense qu'il y a des difficultés réellement à faire sortir l'épingle du jeu. Et aussi à cadrer toute cette plaie qui est actuellement en train de ronger l'écosystème. Je ne sais pas qu'est-ce que Kelly en pense. Moi, effectivement, enfin, il y a des programmes qui ont été lancés, etc. Mais je pense qu'on regarde un peu le chemin qui reste à parcourir vis-à-vis du marché auquel on fait face, ou bien de l'environnement compétitif auquel on fait face, c'est-à-dire c'est quoi notre référentiel aujourd'hui. Je pense, comme j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, que ce soit sur la question des talents ou même du consommateur final, on est en compétition avec des entreprises quand on est dans le domaine de la technologie qui sont internationales. C'est cela la réalité. Donc, c'est cela aussi il faut faire référence quand on réfléchit aux prochaines briques que chacun des acteurs doivent mettre en place pour qu'on aille plus vite, pour qu'on se mette à niveau. Et je crois avoir dit aussi que je suis convaincu du fait que c'est un travail qui doit être fait en synergie entre les acteurs du privé, donc les entrepreneurs ou les opérateurs comme nous, le secteur public et les apporteurs de capitaux, les investisseurs. C'est une charge qui incombe un peu à ces trois parties-là, de créer l'infrastructure qu'il faut, de créer les briques qu'il faut pour construire les entreprises de demain. Et pour moi, c'est un défi qui va juste au-delà d'ailleurs de la question de la valorisation en elle-même, en fonction de où on veut se placer, qui peut être juste ce qu'on appelle des vanity metrics. Mais ce sont des questions qui répondent fondamentalement à des problématiques économiques auxquelles on fait face aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des populations qui ont des besoins. On est dans un monde aujourd'hui où il y a des réponses technologiques qu'on peut utiliser pour proposer des solutions qui créent de la valeur, qui créent des emplois, qui règlent des problèmes structuraux sur le long terme. C'est cela la réalité aujourd'hui. Et en face de cela, on a des pouvoirs publics qui sont censés jouer le rôle justement de catalyseur, d'arbitre ou de coordination dans cet effort-là pour créer le terreau qu'il faut. En même temps, il y a le pipe d'entrepreneurs, de chercheurs, d'ingénieurs, de talents, etc., qu'il faut créer localement pour répondre à ces besoins locaux. C'est ça la charge que nous avons aujourd'hui. C'est le défi auquel on fait face aujourd'hui, qui pour moi est beaucoup, beaucoup plus important que la recherche d'une valorisation à 1 milliard.
ceux qui arrivent à régler ces problèmes, n'auront même pas besoin de chercher c'est quoi leur valorisation, parce qu'ils auront fondamentalement grossi la taille du gâteau pour tout le monde. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Merci, Kelly. J'aimerais revenir sur un des points que tu as mentionné, notamment autour de la fiscalité en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui ne sont pas vraiment ancrés dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, tu peux partager un peu quelles sont les difficultés que les entreprises ou bien les startups rencontrent en matière de fiscalité en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, comme c'est samedi. Mais mon point, c'est que c'est anachronique. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Comparaison n'est pas raison, on ne va pas comparer les pommes et les poires, évidemment. Mais Amazon a fait 10 ans avant de faire son premier dollar, à peu près, de profit. Donc, techniquement, ça veut dire que pendant 10 ans, il perdait de l'argent. Si je dois opérer avec la même courbe de croissance ou de perte en termes de profitabilité, en Côte d'Ivoire, je fais mon 2-3 ans. À moins d'avoir les reins vraiment solides et d'avoir beaucoup de cash derrière pour tenir sur la durée. Donc, ça, structurellement, c'est cela. Après, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que c'est intentionnel. Je suis en train de dire juste que c'est une structure fiscale qui est en train de changer, don't get me wrong, mais qui doit changer beaucoup plus rapidement, qui répondait à des besoins d'hier, qui ne répond plus forcément aux besoins d'aujourd'hui, où il faut penser plus long terme, il faut créer une structure où l'innovation coûte cher. Utiliser la technologie, innover, répondre à des besoins, ça coûte cher. Et c'est pour ça que les véhicules d'investissement dans ce segment-là, dans cette industrie, on appelle ça le capital risque. Parce que c'est extrêmement risqué. Voilà, donc, quelle partie de cette charge-là du risque, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont prêts à porter pour s'assurer que les investisseurs et les entrepreneurs, les autres parties prenantes autour de la table, ont un environnement beaucoup moins rugueux pour opérer. Je pense que c'est cela la question. Et il y a des exemples qu'on pourrait citer aujourd'hui, par exemple, le fait de faciliter ou d'exonérer des entreprises à caractère disruptif technologique. Certains États l'ont essayé. Et d'un autre côté, le rôle que les pouvoirs publics pourraient jouer, c'est un peu celui de VRP pour appeler des investissements privés, locaux, régionaux ou étrangers. Par exemple, encore une fois, c'est pareil. C'est quelle charge du risque ils sont prêts à porter pour créer un environnement qui est beaucoup moins compliqué. D'accord. Aujourd'hui, M. Conan, qui est un jeune Ivoirien qui vient d'être diplômé de l'INPH Béoussa de l'USATIC, qui a de belles idées, de belles perspectives et qui souhaiterait en fait évoluer ou soit porter une croissance dans ce domaine, avec qui se rapprocher? Kelly? Après, ça dépend. Ça dépend de quoi et de comment. Il veut quoi? Ouais, on va avoir les outils. Quels outils? Qu'est-ce qu'il propose? Il a une belle idée. Actuellement, on parle de l'émergence des technologies telles que l'IoT, l'intelligence artificielle et autres. Il a décelé un besoin au niveau de la population et il a envie de se lancer. Mais compte tenu des contraintes, compte tenu de ce qui se voit sur le marché, il hésite. Aujourd'hui, en tant qu'un expert du domaine, quelles sont les recommandations ou soit quels sont les conseils que tu peux lui donner afin qu'il s'oriente et vers qui s'orienter? Bon, l'idée n'est ni nécessaire ni suffisante, enfin, elle est peut-être nécessaire, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Donc, ça, je commence par ça. Parfois, les idées sont belles sur le papier, on peut pêcher par anticipation.
on peut pêcher dans l'exécution. Donc ça, c'est le premier souci. Je pense qu'il faut il faut regarder la question de l'autre côté. C'est quoi le problème qu'il veut résoudre? D'accord. C'est quoi le problème qu'il est en train de résoudre? Et comment est-ce qu'il veut le résoudre? C'est quoi sa solution? Et est-ce qu'il est en mesure d'exécuter sur son plan pour apporter sa solution? Je vous promets que si vous avez un problème qui touche une échelle de la masse dans le marché dans lequel vous êtes, donc qui fondamentalement est propice à une croissance exponentielle. Vous avez ce problème-là, que vous avez une solution qui répond à ce problème de manière, enfin, qui peut permettre une croissance exponentielle, et ça, c'est généralement possible qu'avec la technologie, et que vous avez les compétences et les moyens d'exécuter, le capital va venir à vous. Ça va être beaucoup plus difficile que dans d'autres marchés où voilà, où il y a des tuyaux et des passerelles qui sont beaucoup plus huilées, qui existent déjà. Mais si vous avez une solution à un problème, comme j'expliquais, là, qui check ces 3 boxes, c'est beaucoup moins difficile aujourd'hui d'avoir accès au capital risque. Après, c'est cela la question. Est-ce qu'on est ouvert justement à se faire accompagner, parce qu'un investisseur, c'est pas que du cash qu'il met, c'est aussi son expérience, son expertise. Est-ce qu'on est ouvert à partager les fruits de cette croissance-là avec du capital externe? Donc ça, c'est la question que je poserai à votre jeune qui vient avec, j'espère, une solution, mais pas une idée. Oui, justement, les jeunes ont des idées. Yasmine? Oui, en fait, je vais juste commenter sur ce que Kelly vient de dire, l'ouverture. C'est ce que Nadine aussi disait plus tôt. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas cette ouverture d'esprit là, et ils voient leur société, leur entreprise comme quelque chose qui leur appartient. Eux seuls, ils ne veulent pas partager. Ils ne comprennent pas le fait que en ouvrant le capital, en permettant aux investisseurs de venir, ce n'est pas seulement le côté financier, mais il y a aussi le partage de connaissances qu'ils vont apporter. Et si tu te dis que c'est ma chose, c'est mon bébé, c'est toi ceux qui doivent prendre les décisions, c'est vraiment difficile d'avoir une croissance élevée si tu restes dans cette boîte-là. Il y a aussi Saf qui a commenté, il a dit: j'ai eu la chance de travailler sur l'environnement de l'écosystème en Afrique francophone et on a pu constater que le financement est octroyé aux fintechs suivant tout leur stade de développement. Les bailleurs de fonds se focalisent sur le financement en phase de création et d'amorçage, 68% des financements octroyés. OK. Il y a Moussa aussi qui ajoute que je vais ajouter à ce que Kelly a dit, qu'il faut qu'on inclue de plus en plus dans la conception des solutions de clients, d'utilisateurs, pour répondre aux différents besoins. Une démarche de collaboration pour construction. Oui, effectivement, il ne faut pas se focaliser seulement sur combien d'argent je veux me faire, mais c'est quoi le problème que tu veux résoudre. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs ivoiriens. Il y a beaucoup de copier-coller, comme Nadine et Kelly l'ont dit. On voit une idée qui marche bien en France, aux États-Unis, on veut juste la répliquer. Mais à long terme, est-ce que c'est quelque chose qui va rester ou qui va nous apporter une croissance comme on aimerait l'avoir? Donc, je pense qu'on peut maintenant ouvrir à nos participants. Ouais. Ouais, ils sont bien, bien Merci. excités. Merci pour tous ces commentaires. Très enthousiasmés à nous partager quelques idées ou même à interroger, à questionner nos guests. Donc, la question est ouverte, en fait. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis on fera de notre mieux de répondre. Voilà. Oui, ou soit si vous avez la possibilité de parler, si vous êtes dans un environnement ou soit dans un cadre un peu plus commode,
vous pouvez juste activer la caméra et puis parler. Ah oui. Donc, voilà, ce serait intéressant. Il y a Yannick, ok. Donc, Joël, tu peux t'occuper de ça? Comment tu peux lui permettre de parler? Je ne sais pas comment ça marche. Oui, il a accès, normalement. Il suffit juste qu'il désactive son micro et là, il peut parler. Ok. Vas-y, Yannick, on t'écoute. D'accord, merci beaucoup. Déjà, bonsoir chers tous. Très belle conférence. Félicitations à nos deux conférenciers qui nous ont entretenus sur ce thème. Effectivement, comme ils l'ont relevé, la taille du marché est quelque chose de très important. Parce que, je veux dire, prenons simplement notre zone Afrique de l'Ouest. On remarque qu'aujourd'hui, le Nigeria est en avant-garde de quasiment tous les projets par rapport aux startups. Ça se ressent même dans la dynamique de l'activité économique parce que le Nigeria, c'est déjà 200 millions de personnes. Je ne suis pas très sûr que la zone UEMOA même fasse 200 millions de personnes. Et déjà c'est là que je veux en venir pour ma première question. Déjà, du fait d'être dans une même zone monétaire et d'avoir des règles fiscales qui sont totalement différentes, parfois même des règles comptables qui sont totalement différentes, ça représente un très gros frein. Et pour un entrepreneur qui est conscient du fait que le marché est important pour sa croissance, quelle est la solution? Ouvrir des filiales dans tous ces pays-là plutôt que d'aller pour une solution centralisée, c'est-à-dire s'installer dans un pays et puis essayer de conquérir des parts de marché. Ça, c'était ma première question. Ma seconde question, c'est beaucoup plus sur le niveau d'échange entre pays et la fiscalité. On se rend compte que nous sommes dans un pays où le système fiscal n'est pas forcément adapté aux réalités économiques. Je veux dire, on a un système fiscal qui est beaucoup plus pour un secteur économique bien formalisé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'activité économique n'est pas très formelle. Déjà, j'ai vu une récente étude qui montrait que 80% des entreprises ivoiriennes n'étaient pas constituées légalement. C'est-à-dire même pas PME, mais constituées légalement. Avoir une déclaration, faire des déclarations fiscales régulières. Donc, du coup, ça réjaillit in fine sur la pression fiscale, comme les conférenciers l'ont mentionné, sur les entreprises qui sont constituées légalement. Et face à ce problème-là, je me dis, la solution n'est pas de chercher à créer de nouvelles solutions, mais la solution, c'est de revoir en profondeur tout le système fiscal, tout le système de collecte, tout le système de recensement des entreprises. Et pour cela, je voudrais qu'ils me disent comment les entreprises pourraient s'y prendre pour faire bouger les lignes, parce que politiquement, on voit qu'on a beaucoup de beaux discours, mais on n'a pas de solution concrète qui se met en œuvre. Donc, merci Yannick. Je pense qu'on va répondre à cette question avant de donner l'occasion à la prochaine personne de poser sa question. Oui. OK. Voilà. Donc, Kelly? Okay. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, il y avait deux questions. La première, c'était par rapport à la taille des marchés, et la deuxième, c'était par rapport à la pression fiscale. Ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. OK. Bah, enfin, sur la taille du marché, comme j'expliquais, je pense qu'il faut aller chercher. En fait, c'est soit on cherche verticalement, soit on cherche de manière horizontale, c'est-à-dire une solution qui va répondre à dont 80% des Ivoiriens ont besoin aujourd'hui. OK, c'est un marché intéressant. Why not? Si vous avez un problème comme ça, une solution qui technologiquement ou qui vous permet de toucher 80-90% des Ivoiriens, cool. Si ce n'est pas le cas, bah, il faut aller chercher ça ailleurs. Et il faut se déployer sur d'autres pays. Quand je regarde, par exemple, en Afrique de l'Ouest, honnêtement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal aujourd'hui ressemble à un corridor qu'un entrepreneur ou un opérateur pourrait aller traiter comme un marché unique. C'est hyper bien desservi en termes de lignes aériennes, c'est la même langue. Bon,
tout cas, il y a une langue commune de communication. C'est la même monnaie, c'est plus ou moins c'est le système comptable OADA qui est utilisé. Les marchés ne sont pas forcément les mêmes, il y a toujours des petites différences, mais il y a beaucoup plus de similarités. Une solution qui peut matcher à Abidjan pourrait probablement marcher aussi à Dakar, etc. Donc, c'est une question, on peut pas, un entrepreneur ne va pas tout régler seul aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des pouvoirs publics. Il y a une partie qui incombe, une partie des pouvoirs publics. Et on a le secteur privé, l'entrepreneur n'ont pas le mandat ni la compétence d'aller s'y attaquer. Ils peuvent contribuer, ils peuvent mettre de l'eau au moulin quand ils sont consultés ou en étant force de proposition. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais pendant que ces problèmes sont en train de régler, vous avez une entreprise à construire, vous avez des marchés à conquérir. Et dans ce cas, c'est là où il faut faire preuve justement d'ingéniosité, d'ouverture d'esprit, de créativité, et aller chercher justement ces agrégats de petits marchés qui, regardés de manière isolée, ne font pas forcément le poids, mais mis ensemble, peuvent commencer à constituer quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour bénéficier d'économies d'échelle. Sur la question fiscale, la réponse va être la même. Ce n'est pas le mandat ni la compétence que nous avons. Et je pense que la vraie réponse aujourd'hui, c'est de ne pas réinventer la roue et c'est de regarder comment d'autres pays ont réussi ou ont décidé de s'engager dans ce sens. Aujourd'hui, moi, je travaille pour Asupo, donc je vais prendre l'exemple le plus palpant pour nous. C'est notre partenariat avec Zanzibar, avec le gouvernement de Zanzibar, où nous avons installé un Tech Hub, où notre CEO aujourd'hui vit et qui a aujourd'hui une plateforme pour construire entre le gouvernement et le privé, justement parce qu'il y a cette volonté stratégique du gouvernement au niveau de Zanzibar de devenir un hub technologique. Et donc, ils consultent les acteurs de la technologie qui leur proposent des solutions et ils regardent ce qui s'est fait dans d'autres hubs technologiques en matière de fiscalité, en matière de facilité d'immigration pour les talents, en matière d'accès aux infrastructures étatiques pour des gens qui sont prêts à s'installer sur la durée et à construire quelque chose sur la durée avec eux sur le marché qui les intéresse. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Kelly. Je pense qu'il y a encore une seconde question. Il y a une main levée. Ah, Namogo Ben Ahmed Kone. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien, parfaitement. Et donc, je tenais déjà à remercier le DENKEM et le REPAE en fait, qui nous propose ce terme qui est fort intéressant. Alors, ma question, j'ai pris la conférence, la ronde table, on va dire en milieu, mais je ne sais pas si la question a déjà été répondue, mais ma première question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au sens de la définition des licornes qui a été donnée sûrement au début de la ronde table, est-ce qu'il existe des licornes, au moins une licorne en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première. Et la deuxième, vu qu'on est au fin, bon, pratiquement à la fin je suppose, hein, de la ronde table, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce qu'aujourd'hui, l'écosystème ivoirien, finalement, favorise l'éclosion de ces licornes-là? Et puis, si elle favorise ça pour qui? Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Martial, un jeune qui se dit que son idée peut résoudre une solution bien concrète en Côte d'Ivoire, est-ce que cet environnement-là, pour lui qui n'a pas de relations ou de ressources financières importantes, est-ce que cet écosystème-là favorise aussi pour lui ou ça favorise juste pour on va dire pour des multinationales ou des personnes qui ont déjà un portefeuille bien fourni pour venir s'installer? En fait, c'est un peu ça mes deux questions. Kelly? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième. Donc, je ne sais pas si... La seconde, c'était de savoir, puisque je pense que le terme, c'est est-ce que l'écosystème ivoirien aujourd'hui favorise
l'éclosion des licornes. La question était de savoir, déjà, est-ce que l'environnement favorise cela? Maintenant, si c'est le cas, ça favorise plus qui, en fait? Est-ce que ça favorise des gens qui ont déjà un portefeuille bien fourni, qui veulent venir implémenter des solutions chez nous, ou des personnes déjà dans le pays qui ont déjà des ressources assez importantes, ou c'est aussi favorisant pour un jeune qui a une idée, qui se dit que ça peut résoudre une solution sur place, mais qui n'a pas assez de moyens ou de ressources pour y aller, en fait. Est-ce que cet écosystème-là aussi est favorisant pour lui? OK. Donc, je vais répondre à la première question. Est-ce qu'il y a des exemples de licornes en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas s'il y en a qui me viennent en tête. Je vais peut-être citer Wave, mais est-ce qu'on va les mettre en Côte d'Ivoire ou au Sénégal? Non. Ça, c'est la question. Et en vrai, honnêtement, comme je disais tantôt, ça importe très peu. Ouais, ça importe très peu. Après, est-ce que l'écosystème favorise? Je pense pas que ce soit une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. C'est un spectre. En fonction de l'ambition ou des aspirations des uns ou des autres, on va se positionner d'un côté ou de l'autre du spectre et soit se satisfaire ou ne pas se satisfaire de l'environnement actuel. Dans la réalité, enfin en tout cas de là où moi je me positionne aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Comme ça que je résumerai ça. Si ça favorise, je ne suis pas très sûr d'avoir compris jusqu'à présent. Par contre, je pense que si j'ai lu entre les lignes, est-ce que c'est la question de l'accès au financement au niveau du capital risque pour les entrepreneurs locaux versus des entrepreneurs étrangers. Est-ce que c'est cela le point? Moi, je pense que là, il voulait juste étendre la question, aborder tous les aspects accompagnement dans toutes ses facettes. OK, donc c'est l'accès aux ressources, pas que le financement, mais l'accès aux ressources. Voilà, c'est un package. Oui et non. Oui et non. Oui, dans le sens où, par rapport à quelques années en arrière, il y a des progrès qui ont été faits dans ce sens. C'est dommage qu'on ait perdu Nadine, mais par exemple, Impact Hub, aujourd'hui, est une des structures qui accompagne énormément les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs ivoiriens. Ils les accompagnent justement dans tout ce qui est structuration pour être attractif vis-à-vis des investisseurs et qui leur donnent aussi les ressources comme le réseau, comme l'expertise sur des sujets pointus pour aller beaucoup plus vite et créer justement cette culture de croissance exponentielle en eux. Donc oui, ces structures existent. Après, il y a aussi la réalité statistique du fait que, et ce n'est pas qu'une question ivoirienne, c'est une question, je pense qu'on pourrait aborder même d'un point de vue régional ou africain. Il y a effectivement beaucoup de progrès à faire encore pour équilibrer l'accès que les entrepreneurs locaux africains, les femmes en particulier, ont vis-à-vis d'autres groupes sociaux, par exemple. Donc, je pense que ce n'est toujours pas vraiment équilibré, mais qu'on en a, au moins globalement, il y a une conscience, la conscience collective commence à regarder ça de près, et il y a quelques pas qui sont faits dans cette direction. Merci Kelly. Dans les commentaires, il y a Sab qui a mentionné qu'il y a Orange Corners également. Je suppose qu'ils font aussi l'accompagnement des startups et tout. Donc, il y a beaucoup de changements qui arrivent dans l'écosystème.
c'est peut-être lent pour ce qu'on aimerait voir, mais je pense qu'il y a une onde positive qui est là pour un Ivoirien, une Ivoirienne qui veut créer sa start-up. Et moi, je pense que l'une des premières des choses à faire, c'est vraiment faire beaucoup de recherches. Et il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Et il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te donner ça. Toi-même, il faut faire des recherches, il faut te documenter. Et parfois, il y a tellement d'opportunités qui sont là, mais parce qu'on n'essaie même pas de chercher, on ne se rend pas compte. Tu vois? Et très souvent, sur les réseaux sociaux, je vois des ambassades, soit c'est les ambassades de la France, mais les États-Unis, ils offrent des formations, ou bien ils ont des programmes d'accompagnement de start-up, ou bien de PME. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont là, mais si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas voir en fait. Donc, il faut vraiment investir sur soi-même aussi. Donc, c'est un peu ça. Et pour justement ajouter à ce que tu as dit, il y a la Fondation Jeunesse Numérique qui est purement étatique, qui accompagne les jeunes et chaque année, ils font un appel à projet pour voir un peu les projets d'innovation, des projets qui ont un fort impact sur la population, que ce soit sur le volet économique, le volet social et autres. Donc, du coup, il va falloir aller vers l'information, chercher les structures en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de la taille et de la vision que nous nous fixons. Je pense ça. Nous avons encore quelques minutes, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Des questions? Je peux prendre la parole, j'arrive pas à lever la main. Oui, vas-y, Moussa. Okay, Merci, merci. Bah, je suis Moussa, je suis basé à Paris aussi, comme Martial. Et donc, au fait, moi, j'ai 2 points. Le premier point, souvent, on voit des startups qui dès le départ, ils sont super motivés, qui remportent des prix pendant des différentes compétitions et qui n'arrivent pas à tenir dans la durée, quoi. Tu vois, une startup, ils recrutent au début assez des prix et après, tu n'entends plus parler. Et qu'est-ce que peut-être une startup qui commence peut faire pour pouvoir tenir dans la durée? Parce que le problème, souvent, ce n'est pas de commencer, mais comment tenir dans la durée. Et le deuxième point, c'est concernant le besoin du client. Souvent, le besoin, il est spontané. Le besoin du client, il est spontané. Donc, du coup, quand tu apportes une réponse à ce besoin spontané-là, comment est-ce que, aussi, toujours dans le temps, comment est-ce que évoluer, entretenir ce besoin-là? Parce qu'il ne suffit pas de répondre spontanément, mais sur la durée, comment est-ce qu'on gère, quoi? Puisque le besoin du client il peut évoluer, il peut être modifiable. Donc, comment faire face à tout ça, quoi? Je vous remercie. Merci, Keita. Kelly, à toi l'honneur. Moi, donc, il y a la question de... en gros, ça tourne autour de comment tenir dans la durée. Le premier point, c'est sur le modèle avec les gens qui font des startups qui gagnent des concours. Et l'autre, c'est le besoin du client. Bah, quand on retourne un peu à l'essence même de ce qu'est une startup, ça explique que ça vient mathématiquement avec un taux d'échec qui va être beaucoup plus élevé qu'une entreprise classique. Donc, typiquement, quand on lance une startup, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de résoudre un problème et de tester un business model avec un produit qui pourrait permettre d'avoir une croissance exponentielle sans que les coûts ne suivent de manière exponentielle. Voilà. Donc, fondamentalement, c'est dur et c'est hyper risqué. Et vu que c'est risqué, bah, ça veut dire qu'il y a des taux d'échec qui sont naturellement beaucoup plus élevés que la normale. Et je parlais tantôt du coût de l'innovation et je pense que ça fait partie justement de ce qu'il faut payer pour avoir des solutions qui sont innovantes. Ça, c'est normal et ça a toujours été le cas. Après, la réalité, je vais juste reprendre
ce que Moussa a dit dans son intervention, il a dit qu'il gagne beaucoup de concours. Est-ce que ce sont des concours qui sont organisés par leurs clients ou bien ce sont des concours qui sont organisés par d'autres personnes? Si c'est des concours qui sont le meilleur concours qu'on puisse gagner, c'est le revenu. C'est que le client enlève son argent pour vous donner le service ou le produit que vous avez. C'est ça. Pour moi, c'est le plus important. Et tant qu'on n'a pas encore craqué cette question à l'échelle, pour moi, on est toujours encore à l'étape exploratoire. Après, sur la question du besoin du client qui change, c'est justement pour ça que j'ai répondu tout à l'heure à Martial en disant que l'idée, on s'en fout un peu. Parce que les idées, il y en a à foison. La vraie question, c'est quel problème on est en train de résoudre. L'idée est importante. Attention, quand je dis on s'en fout, c'est un abus de langage. L'idée est importante, mais c'est plus un mindset de quelle est la solution. Qu'est-ce que j'apporte à mon client? Qu'est-ce que je règle pour lui? Quelle est la valeur que j'ajoute pour lui? Et si son besoin change, ben la solution à ce besoin-là doit changer. Parce que justement, toute entreprise qui ne fait pas ça finit par mourir. Amazon a commencé en vendant des livres. Aujourd'hui, ils vendent quasiment tout. Donc, c'est un peu ça le mindset justement qu'il faut avoir. Et ça va de pair avec le premier point. C'est un peu drôle qu'il ait abordé ces deux points séparément parce qu'en réalité, ils vont super ensemble. Quand on est à l'écoute du client, on propose une solution que le client valorise, pour laquelle il peut payer. On peut toucher les clients à l'échelle. Et en faisant ça, on rentre dans un cercle vertueux qui est créateur de valeur aussi bien pour l'entreprise que pour le client qui est servi. D'accord. Moi, j'ai pratiquement une question et peut-être ça sera ma dernière. Durant cette session, on a fait un peu un état des lieux, notamment sur les questions de difficultés, sur le marché, etc. Et nos guests ont essayé d'apporter certaines solutions, certaines recommandations. Alors, ce que moi, j'ai envie de savoir, est-ce que Kelly, est-ce que tu es beaucoup plus optimiste quant à cet écosystème? Comment est-ce que tu vois l'écosystème ivoirien dans 5 ou dans 10 ans, en fonction de ce qui est actuellement? Je n'ai d'autre choix que d'être optimiste. Moi, je n'ai d'autre choix que d'être optimiste, dans le sens où aujourd'hui, moi, je pense qu'on est des acteurs. On n'est pas des passagers ou des contemplateurs, on est des acteurs justement de cette dynamique-là. Et ce qu'il faudrait retenir de tous les points que j'ai abordés jusqu'à présent, c'est un appel à plus de synergie. C'est un appel à plus de synergie entre les différentes parties prenantes qui seraient justement le secteur privé, les entrepreneurs, les investisseurs, le capital risque, les pouvoirs publics au niveau national et au niveau régional, les autres multinationales qui sont peut-être plus établies. C'est le message, en gros. C'est plus de synergie, plus de passerelles, en gardant à l'esprit, comme vous disiez, le plus important, c'est que le défi qu'on a va vraiment de la valorisation, ces choses-là. C'est que on a des marchés qui sont à un point de rupture, qui ont besoin de solutions efficientes à l'échelle. Et en faisant ça, on va créer tellement de valeur qu'on va même plus réfléchir à ces points du corps. Voilà. Merci, Kelly. Dans les commentaires, je vois qu'il y a Réunion Zédéta qui a mentionné qu'il y a l'espace VITIB à Grand Bassam qui aurait qui aurait des avantages économiques pour les startups. Bon, la personne n'a pas assez d'informations, mais peuvent se renseigner. Et Assaf qui a commenté sur le fait que l'espace VITB est une zone franche avec assez d'avantages pour les startups. Donc, effectivement, on essaie d'être positif. Il y a vraiment beaucoup de
d'initiatives qui sont créées pour faciliter la croissance des startups. Donc, à tous ceux qui sont intéressés, ou bien si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, partagez ces informations avec eux. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure. Ouais. J'attends une autre minute. Je pense que si vous avez des difficultés à juste utiliser l'icône de main levée, vous pouvez activer simplement votre micro. Et Il y a Adewale qui dit qu'il n'a pas de son. Essaye de voir si tu as activé ton audio quand tu as rejoint la réunion sur Zoom. Ou tu peux juste écrire ta question dans le chat et on va la poser. Okay. Toujours dans les commentaires, il y a Sav qui a mentionné Impact Consulting Abidjan mène une étude sur la cartographie des entreprises et structures qui accompagnent les startups et PME en Côte d'Ivoire. OK, je ne savais pas ça. Une information importante. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, comme on le voit, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc, le rapport sera rendu public. Donc, c'est intéressant, ça donne envie de rentrer, Martial. Il faut qu'on se prépare. Ah ouais, bien évidemment. Allez-y, préparez le terrain pour nous autres. On va planer le papier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Yasmine, je pense que voilà. Ouais, je pense qu'on va conclure. Hein. Voilà, donc, merci à tous encore de nous avoir rejoints pour la table ronde d'Inkem Institute. Donc, je rappelle, le thème, c'était l'écosystème ivoirien favorise-t-il l'éclosion des licornes de la tech? Donc, on a échangé sur plusieurs aspects, que ce soit le côté juridique, le côté financement des startups, le côté mentalité des créateurs d'entreprises. Il y a vraiment beaucoup de choses qui impactent l'écosystème ivoirien. Ce n'est pas seulement le côté gouvernement, la politique, même le marché. Est-ce qu'on pense à des solutions qui sont adaptées à nos besoins? Donc, comme Kelly l'a dit, on ne peut qu'être positif, on ne peut que espérer que les choses continuent de changer dans le sens positif et qu'on puisse avoir beaucoup plus d'entreprises ivoiriennes, non seulement avec de grandes valuations, mais vraiment qui apportent un grand besoin, qui apportent une grande solution aux besoins que les Ivoiriens ont, mais qu'on ne se limite pas seulement à la Côte d'Ivoire. Il y a envie dans un monde qui est très global, donc que ce soit dans la sous-région l'UEMOA ou bien dans l'Afrique entière ou dans le monde entier, il faut qu'on pense au-delà de nos frontières. Donc, j'aimerais remercier Kelly encore une fois. Et malheureusement, il y a Nadine qui a dû nous quitter, mais je la remercie aussi pour son intervention. Et merci aussi à toi, Martial, d'avoir modéré avec moi. Ça a été un plaisir et merci à Kelly, merci à vous, c'est un plaisir. Voilà, avant de se quitter, je voulais rappeler les points que nous avons abordés à l'entame de cette session, que le REPAE existe. Si vous avez besoin des talents, si vous avez besoin de profils adaptés, parce que nous, c'est un gisement de profils divers qui évoluent dans plusieurs domaines d'activité. Vous pouvez prendre la tâche avec nous. Et également, pour suivre nos actualités, nous sommes présents sur Facebook. Vous tapez simplement REPAE Exatic, vous allez nous retrouver sur LinkedIn aussi. Et notre page web, c'est www.repae.net. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bon après-midi pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Très bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Et moi, je suis aux États-Unis, donc c'est encore la journée ici, il est midi. Donc, je m'en vais manger. Bon appétit. Merci et au revoir tout le monde. Merci, au revoir, à bientôt. Bye. Merci, au revoir.